C'est une claque absolue. Une boule au ventre insoutenable, dès la toute première page. Ah oui, une vraie claque physique. Complètement. Et ce livre est viscéral. Que ce soit en livre audio ou en livre papier, l'impact reste exactement le même. On parle bien sûr du Cœur des femmes de Martin Winkler. Voilà. C'est une immersion vertigineuse dans la lutte pour la réappropriation du corps féminin face à la brutalité du monde médical. C'est foudroyant. Le mot, c'est foudroyant. On y suit Jean Atwood, une jeune interne brillante, major de promo, implacable. Et dès les premières secondes, on est jeté avec elle dans le chaos de l'unité 77. Au milieu des larmes et des urgences. Et le paradoxe, c'est que c'est une femme qui veut réparer les corps à coups de scalpel, mais qui refuse catégoriquement d'écouter les patientes parler. C'est complètement fou d'imaginer une telle froideur, non? Si elle ne parvient pas à briser son armure de certitude arrogante, elle risque de devenir la pire de machines, totalement sourde à la douleur humaine. C'est exactement l'enjeu dramatique qui sous-tend toute cette histoire. On se retrouve face à un personnage qui incarne l'antithèse absolue de l'empathie, du moins au début. Bon, décortiquons ça. Parce que l'attitude de Jean au tout début du récit, c'est difficile à encaisser tellement c'est brutal. C'est très troublant d'être dans sa tête, ouais. Elle ne cache absolument pas son mépris pour ce qu'elle appelle carrément les histoires de bonnes femmes. Son seul objectif, c'est l'élite, le prestige absolu. Jean Atwood est vraiment le produit pur et dur d'un système ultra compétitif. Elle veut faire de la chirurgie gynécologique de pointe, inciser, opérer, recoudre de manière impeccable, et passer tout de suite au bloc suivant. Ouais, une vraie technicienne de l'extrême. Sauf que, l'administration de l'hôpital en décide autrement et la force à effectuer un stage de 6 mois dans cette fameuse unité 77. C'est un service de médecine de la femme dirigé par un médecin généraliste. Le docteur Franz Karma, un type que tout le reste de l'hôpital déteste cordialement et qu'on surnomme Barbe Bleue. Du coup, Jean y va entrer dans les pieds, complètement blindé de préjugés. Elle est prête à affronter un charlatan de la pire espèce. Mais on peut se faire l'avocat du diable un petit instant. Vas-y, je t'écoute. Après tout, un chirurgien, ça n'a pas fondamentalement besoin d'une certaine distance clinique pour bien faire son travail. Je veux dire, si on s'effondre en larmes avec chaque personne qui souffre, comment on trouve la lucidité de tenir un scalpel? Pourquoi est-ce que l'approche de Jean est présentée comme étant si toxique ici? Ce qui est fascinant ici, c'est ce que Jean Atwood représente fondamentalement. Il ne s'agit pas juste d'une saine distance professionnelle ou d'une carapace nécessaire pour pas s'épuiser. Non, c'est bien plus profond. Exactement. À travers ses réflexions acérées et son agacement permanent face aux mots, c'est toute la déformation d'un certain système médical classique qui est mis sous le microscope. Elle est l'incarnation parfaite d'une culture profondément ancrée dans l'arrogance institutionnelle. C'est ça. Et dans un modèle très patriarcal, même si elle est une femme, elle applique les codes d'une médecine dominatrice. Où la technique prime sur tout le reste. Dans ce modèle précis, le savoir technique du médecin écrase littéralement l'humanité de la personne assise en face. Le praticien détient le pouvoir absolu. Il incarne la vérité scientifique inébranlable. Voilà. Et par conséquent, la personne qui consulte n'a qu'un seul rôle autorisé. Se taire, se dévêtir et subir docilement l'expertise. C'est une vision verticale, extrêmement autoritaire du soin. Le corps est perçu comme une simple mécanique en panne qu'il faut redresser. Et le reste, la psychologie, le contexte de vie, les peurs intimes, pour une interne formatée comme Jean, ce n'est que du bruit parasite. Et c'est justement là que le choc des mondes se produit. Dès les toutes premières consultations auxquelles Jean assiste, le contraste est frappant. Le cabinet du docteur Karma ne ressemble à rien de ce qu'on connaît habituellement. Elle est calée en silence dans son coin, les bras croisés, et tout ce qu'elle croyait savoir s'effondre lamentablement. Déjà, il y a un détail qui marque profondément l'esprit. Cet homme ne regarde jamais sa montre. Jamais. Quiconque a déjà attendu 45 minutes en chemise d'hôpital ouverte dans le dos, frissonnant sur une table d'examen glacée, sait à quel point le temps médical est d'habitude compté, monnayé et oppressant. Ouais, l'horloge tourne toujours. Mais dans ce cabinet, le temps semble suspendu. Ensuite, c'est la patiente qui dirige l'entretien. Karma pose une question très ouverte, du genre « Qu'est-ce que vous amène aujourd'hui ?» Et puis il attend. Parfois, un silence s'installe. Un silence très lourd, interminable. Et Jean boudrage intérieurement. Elle a envie de se lever et de hurler le diagnostic. Juste pour gagner du temps, c'est maladif chez elle. Mais Karma ne bouge pas. Il laisse la personne chercher ses propres mots. Et le choix de ces personnes n'est pas anodin, tu sais. L'unité 77, c'est un peu le refuge des parias. Les autres services hospitaliers préfèrent ne pas s'encombrer de ces profils parce qu'ils prennent trop de temps. On y croise des femmes sans domicile fixe, des voyageuses, des personnes immigrées qui maîtrisent mal la langue.
Des femmes brisées par des violences indicibles. Vraiment des profils complexes. Et Jean observe cet étrange ballet, totalement stupéfaite. Elle voit un médecin qui refuse catégoriquement d'instaurer un rapport de force. Pire encore à ses yeux, elle estime qu'il se laisse manipuler par pure bienveillance, juste parce qu'il n'impose pas son autorité. Mais cette idée de manipulation, c'est un biais total de la part de Jean. Karma, c'est exactement ce qu'il fait. Absolument. Cette prétendue faiblesse est en réalité la pierre angulaire de toute la philosophie de Franz Karma. La fameuse codécision. C'est ça, un concept clinique révolutionnaire et profondément subversif dans ce milieu. Dans son approche, soigner n'est pas jouer au docteur et dicter la loi du haut de sa chair. C'est avant tout écouter. Il détruit minutieusement cette idée que détenir le savoir conférait un pouvoir moral. La consultation dans l'unité 77 devient un espace sûr. C'est une zone de neutralité bienveillante et inconditionnelle, où le jugement moral n'a tout simplement pas le droit de citer. Et la loyauté de Karma va toujours à la personne qui franchit la porte de son cabinet, pas à l'institution. Pas au dogme, et pas à ses confrères. Ce qui explique parfaitement pourquoi il est la bête noire de l'hôpital. En refusant de dominer, il rend l'autonomie. Il restaure la capacité de chacun à choisir ce qui est bon pour son propre corps. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette écoute n'est pas juste une jolie posture humaniste. Non. En écoutant véritablement ces récits de vie, le roman met en lumière une réalité biologique occultée et massive. C'est ce que Karma théorise sous l'expression de charge physiologique. Un concept très fort. C'est un concept qui laisse littéralement sans voix quand on s'arrête pour y réfléchir. On entend sans arrêt parler de charge mentale aujourd'hui, mais on ignore presque totalement cette charge physique constante et écrasante. Le développement d'un corps féminin n'est pas un long fleuve tranquille. De l'aube de la puberté jusqu'au crépuscule de la ménopause. C'est une succession ininterrompue d'événements majeurs. Les cycles menstruels, les fluctuations hormonales, les grossesses, l'endométriose. Les kystes, les douleurs sourdes qui ne partent jamais vraiment. C'est une machinerie d'une complexité folle, régulièrement exposée à des tempêtes hormonales. Et face à tout cela, Jean découvre avec un effarement total l'ampleur silencieuse de la souffrance féminine. Une souffrance quotidienne et totalement banalisée. Que la médecine officielle a pris l'habitude d'ignorer ou de reléguer au second plan. Si on relie ça à la situation globale, l'explication historique derrière cette ignorance devient franchement glaçante. Comment ça ? Eh bien, pourquoi la douleur des femmes est-elle si systématiquement perçue comme normale ? Ou pire, comme existant uniquement dans leur tête. Ou lié au stress ? Le récit démontre de façon implacable comment la gynécologie traditionnelle a au fil des siècles pathologisé la vie des femmes tout en niant paradoxalement leurs douleurs bien réelles. Il y a cette idée ancienne, très enracinée, qu'être une femme, c'est souffrir par essence. Tu enfanteras dans la douleur, ce genre de mythe fondateur. C'est une forme de contrôle social redoutable. La médecine s'est emparée d'événements naturels comme la grossesse ou l'accouchement pour les transformer en maladies graves, nécessitant une surveillance clinique stricte. Mais d'un autre côté, quand on aborde la douleur ressentie pendant des règles invalidantes ou lors d'un examen médical intrusif, soudainement ce n'est plus un détail médical digne d'intérêt. C'est balayé d'un revers de main. Karma, lui, refuse avec véhémence cette fatalité. Pour lui, la douleur n'est jamais une norme. Aucune souffrance n'est justifiée sous prétexte que c'est naturel. Exactement. C'est ce qui lui vaut cette drôle de réputation dans les couloirs. Certains l'appellent le docteur ibuprofène ou le décrivent comme un prescripteur fou d'antidouleurs. Tout ça simplement parce qu'il refuse de laisser quelqu'un serrer les dents sur une table d'examen. Et plus l'histoire avance, plus on sent que le suspense s'intensifie. On comprend vite que l'unité 77 n'est pas juste un cabinet médical un peu alternatif, c'est presque un réseau de résistance souterrain. On découvre peu à peu les pratiques militantes de Franz Karma. Des actes forts qui flirtent allègrement avec l'illégalité historique, ou du moins avec la transgression assumée des dogmes hospitaliers. Comme l'organisation ancienne de réseaux clandestins d'avortement. Oui, ou l'application farouche de méthodes d'interruption de grossesse sans douleur à une époque où ce n'était pas du tout la norme. J'ai au-dessus de tout ça, il y a ce principe absolu, non négociable, la liberté totale et inconditionnelle laissée à chacun sur son propre corps. C'est la personne qui décide. Pas l'institution médicale, pas la loi, et certainement pas le médecin avec son ego. Cela soulève une question importante concernant les origines d'une telle rébellion chez le docteur Karma. C'est vrai, un médecin ne se lève pas un matin en décidant de dynamiter tout le système par simple goût de la provocation. Son attitude si radicale n'est pas le fruit du hasard ou d'une idéologie lue dans un livre. Le roman glisse avec beaucoup de pudeur vers une histoire intime tragique.
Une cicatrice très profonde cachée dans le passé de sa famille. Il s'agit de l'histoire d'un membre de sa famille, né intersexe, c'est-à-dire un enfant venu au monde avec une ambiguïté sexuelle. Des caractéristiques physiques qui ne rentrent pas parfaitement dans les cases strictes du masculin ou du féminin. Et face à ce nouveau-né, que s'est-il passé? L'enfant a été immédiatement pris en charge par des chirurgiens arrogants et pressés. Pressé de normaliser ce corps coûte que coûte. De le faire rentrer de force dans des cases binaires rassurantes pour la société et pour l'état civil. Tout cela sans attendre, sans écouter ce corps grandir, et évidemment sans demander le moindre consentement. Le résultat de cette urgence artificielle a été une mutilation physique et psychologique totalement irréversible. Cet événement dramatique est la matrice même de tout le combat de karma. C'est une réflexion fulgurante sur l'immense violence de l'urgence médicale quand elle s'arroge le droit de corriger la nature pour le confort de la société. Au lieu d'accompagner dignement l'être humain. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Comment on ressort indemne d'une telle révélation? Pour Jean Atwood, confronté jour après jour à ces récits, à ces parcours de femmes brisées, mais toujours debout, c'est le séisme absolu. C'est l'effondrement de la tour d'ivoire. Son armure, ce bouclier de cynisme soigneusement forgé pendant des années à la faculté, commence à se fissurer de façon spectaculaire. Elle qui pensait tout savoir parce qu'elle connaissait l'anatomie par cœur, elle réalise soudainement l'immensité de son ignorance. Face à la complexité de l'humain. Et là, un détail narratif d'une brillance absolue prend soudainement tout son sens. Son propre prénom. Jean. Orthographié J-E-A-N. Quand on le prononce à l'anglo-saxonne, c'est un prénom parfaitement androgyne. Il flotte entre les genres, il brouille les pistes identitaires. Et on sent que sa froideur hostile du début se mue peu à peu en une fascination bouleversante. Elle regarde ce barbe bleue, ce prétendu paria de l'hôpital, et elle commence à comprendre avec effroi qu'il est peut-être le seul et unique véritable médecin de tout l'établissement. C'est un basculement psychologique vertigineux. Le récit réussit ce tour de force de nous faire vivre cette transformation de l'intérieur. On ressent presque physiquement toute la douleur que cela implique pour Jean de devoir renoncer à ses propres certitudes. Il n'y a rien de plus difficile que d'admettre que la fondation même de ses croyances est biaisée. Elle doit accepter le fait douloureux qu'elle a été formatée, presque endoctrinée, Pour être une technicienne froide et performante. et que le véritable acte de soigner exige au contraire une forme de vulnérabilité et d'humilité qu'elle a toujours fui comme la peste. Le grand hôpital moderne, avec sa hiérarchie écrasante et ses codes rigides, apparaît alors sous un jour nouveau. Une gigantesque machine à broyer méthodiquement l'empathie. Et le pire, ou plutôt la beauté absolue de cette histoire, c'est que la fissure de l'armure de Jean n'est que le prélude. Ce n'est qu'un léger tremblement de terre avant la véritable déflagration. On la suit pas à pas, alors qu'elle s'approche dangereusement du bord du précipice. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler à une vitesse folle autour du docteur Karma, de l'existence de l'unité 77 et surtout, Autour de son propre passé à elle. elle est sur le point de découvrir un secret dévastateur, quelque chose de profondément intime et enfoui depuis si longtemps, qui la relie personnellement, charnellement, à ce service et à cet homme. Une révélation d'une telle ampleur qu'elle remet en question la moindre seconde de son existence passée. Et les racines les plus profondes de sa vocation médicale. C'est un moment d'une intensité narrative complètement folle. Mais je m'arrête net ici. Je coupe tout. Pas de spoiler avant la fin. Il est absolument vital de plonger dans cette œuvre, de laisser ce cœur de voix résonner pour soi-même et de vivre ce dénouement explosif de l'intérieur. Quiconque s'aventure dans cette histoire en sortira irrémédiablement transformé. Au-delà de cette intrigue bouleversante et de ces secrets de famille vertigineux, cette épopée médicale nous laisse avec une réflexion très troublante. Une idée qui continue de nous hanter bien après la fin. À travers la métamorphose de Jean et la résistance du docteur Karma, on est poussé dans nos retranchements. On en vient à se demander, et si la véritable évolution de notre système de santé, la vraie révolution, ne venait finalement jamais de l'intérieur, Ni des grandes institutions, ni des directions d'hôpitaux. ni même des facultés de médecine. Si le changement profond ne pouvait émerger que d'une rébellion silencieuse mais implacable des personnes soignées elles-mêmes. Une ère nouvelle où l'on refuserait collectivement d'être traité sans être véritablement écouté. Ce serait une révolution de l'empathie imposée de force depuis l'extérieur, obligeant l'immense forteresse de l'arrogance médicale à enfin baisser la garde et à déposer les armes. C'est peut-être cela, au fond, la résonance la plus puissante de ce cœur. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description.
L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.